Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on analyse le mental d'un joueur pro Flo Alès de la chaîne Peace and Golf. On va disséquer ensemble toutes ces routines et ces petits trucs qui font la différence au final entre les amateurs et les pros. Je m'appelle Paul, je suis préparateur mental et bienvenue sur Tribe Golf. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec la vidéo. Il y a les records du parcours d'Arjun Atwal, un Indien, et de Sutijet Kuratanapisan, un Thaïlandais, qui avaient joué tous les deux 62. Donc je vous promets pas un score aussi bas, mais je vais essayer de faire du mieux qu'on peut. Bon, vous savez, j'aime bien commencer par l'objectif de la partie. Je pense que tout le monde doit se fixer un objectif à chaque partie. Pas forcément un objectif de score, ça peut être un objectif hyper simple, comme là, bon allez, on va essayer de faire de notre mieux. On sent qu'il est sur un super parcours, forcément, sur l'île Maurice, ça fait rêver. Et voilà, il se fixe un objectif qui est assez simple, on va essayer de faire de notre mieux. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus précis que ça dans la vidéo, donc... Voilà, on va s'arrêter avec ça pour l'instant. Donc un objectif qui est somme toute assez simple. Voilà, il n'est pas là pour casser le parcours. En plus, vous allez voir, les conditions de météo sont pas des plus simples. Mais je vous spoil pas plus, on attaque direct, on se retrouve au trou numéro 1. Allez, premier trou, par 4 de 420 en montée, il y a 30 mètres de moins. Mais vu qu'il y a vent contre, il va être quand même quoi qu'il arrive très long. C'est large, donc on va essayer de taper un gros drive et ensuite d'attaquer le green qui est vraiment encaissé entre deux buts, du gros ref et des bunkers. C'est joli, même s'il fait pas trop beau. L'heure du départ doit faire 1 mm. Un gros talon. Gros talon plein fairway. Bon, tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque là sur ce premier plan, sur le lancement de sa partie, de son premier trou? Déjà, petit truc qui paraît être 3 fois rien, mais vous voyez, il met comme toujours 2 swings, un petit râle, et c'est parti. Vous voyez qu'il y a quand même une sorte de procédure, il y a quand même un kickstart, il y a une manière de démarrer sa partie qui est pas complètement aléatoire. Voilà, il fait ses 2 gros swings de chauffe au drive, et après il y va. C'est avec ça qu'il a fini par en arriver, ça fait un certain temps qu'il joue au golf, mais c'est une méthode qui a l'air de lui convenir vu qu'il la garde. Voilà, de partie en partie. Vous remarquerez aussi quelque chose qui n'est pas commun à tous les joueurs, mais qui est surtout pas commun à tous les amateurs, c'est que Flo, comme la plupart des très bons joueurs et comme la plupart des professionnels, fait ses coups d'essai derrière sa balle, il fait pas ses coups d'essai à côté de sa balle. Bon, on voit aussi que peut-être que le contact de balle est pas parfait, au final sa balle elle est plein milieu de fairway. Bon, plutôt que de se lamenter sur la qualité du contact, elle est plein milieu de fairway, on passe au coup suivant avec le sourire et on enchaîne. Green en diagonale. Voilà, du coup on arrive sur le green du 1, il vient de faire un coup de fer 3, il reste un petit peu court. Et regardez bien son process. J'aurais fini certainement ici. Là c'est Cédric, du coup je termine un peu à droite, elle est redescendue. Donc j'ai un chip un peu en montée avec un lie que je ne connais pas encore mais ça a l'air d'aller. Et là, voilà la vue. Trop beau. Bon, les greens sont, vu qu'il a beaucoup plu, ils sont très denses. Et je pense que ça va accrocher. Vous voyez, avant même de commencer à jouer, à putter, à repérer son coup, là il est juste en train de marcher sur le green. Vous voyez, il a même pas commencé vraiment à concevoir son coup, il est juste en train d'aller poser sa caméra derrière le trou pour la prise de vue, mais à peine il arrive sur la situation qu'il est déjà en train d'observer le green dans sa globalité, il est en train d'observer les points hauts, il nous dit que c'est un green qui est en diagonale, ça monte, il remarque aussi qu'il y a eu de l'humidité, que ça va accrocher. Vous voyez, c'est ça aussi qu'on a chez des très bons joueurs comme Flo, c'est que il est tout le temps en train d'observer le parcours, il est en train de prendre toutes les petites informations qui peuvent lui servir. Là, en l'occurrence, surtout sur du chipping, sur du petit jeu, on veut avoir toutes les infos. Au chipping, la manière dont va rebondir le green est hyper importante, la manière dont l'herbe va accrocher est hyper importante. Toutes ces infos sont importantes et vous voyez qu'il n'est pas déjà rentré dans sa routine pleinement, mais il est quand même en train de prendre les informations sur la situation de jeu. Et ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver chez les très bons joueurs et que je vous encourage à faire. Ça mange pas de pain, peu importe son niveau, d'arriver et de se poser 2-3 questions, de se dire ok, il est où le point haut du green, il est où le point bas du green, comment sont la pente, est-ce que c'est humide, est-ce que c'est pas humide, est-ce que ça va accrocher, est-ce que ça va pas accrocher, est-ce que ça roule pas. Vous voyez, c'est quelque chose qui est simple, naturel, on arrive à peine au green du 1 et déjà il y a quelques bons trucs à piquer, mais on continue tout de suite. Crochet. Facile.
Voyez, là encore, petit détail, mais qui n'est pas vraiment un détail, il part sur sa situation de jeu avec 2 clubs. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a envie de sentir comment ça va se passer avec chaque club. Si, par exemple, vous avez un doute, là en l'occurrence, lui c'est entre 2 wedges ou un putter, et ben il va y aller avec différents clubs et se dire, ok, tiens, si je prends mon club le plus ouvert, oh j'ai peur de passer sous la balle parce que ma balle elle est vraiment posée très haute. Si la balle est un peu mieux posée, ok, est-ce que ce club ça me va, est-ce que ça me va pas? Et vous allez voir que voilà, il y a un vrai process de réflexion, il teste des choses, et combien de fois ça nous est arrivé à nous, amateurs, et je pense vous êtes plein, vous reconnaître derrière la caméra, mais d'arriver devant une situation à chipper, à pitcher, et de se dire, ah j'aurais pas dû prendre ce club là, mais j'ai la flemme de retourner chercher mon club 40 mètres plus loin parce que j'ai posé mon sac du bon côté pour repartir après, et ben c'est dommage de perdre 1-2 coups, surtout qu'on sait qu'un chip ça coûte très cher quoi. Là on peut faire chip putt et peut-être gagner un coup, sauver un par, et ben de l'autre côté si c'est topette, 2 putts, voire pire si il y a des gros dangers, et ben on peut perdre 1, 2, 3 points sur une carte et c'est énorme quoi. Donc vous voyez, ça a l'air d'être des petits détails. Là, on est à peine sur le premier green du 1, mais c'est pas du détail. C'est vraiment ces petits détails-là qui font que, juste en observant les gens, on peut connaître à peu près leur index et on a déjà une petite idée. Donc, si vous arrivez à appliquer ces quelques conseils-là, il y a de fortes chances que vous arriviez à baisser votre index. Là, bah, l'air d'accrocher à mort et c'est un peu boueux de la poker. Donc voilà, pas confiance sur un chip, il putt. Ah Ah, la petite virgule pour sauver le par. Mais voyez, combien... Allez, entre nous, en étant parfaitement honnête, en voyant ce petit chip en montée avec quand même un peu de place pour poser la balle, etc. Alors on n'a pas vu son lie, on n'est pas à sa place, mais combien d'entre nous auraient juste voulu chipper la balle pour essayer de la rentrer, ou même parce que bah on est en dehors du green, voire même là il y a beaucoup d'avant-green à passer, est-ce que je putterais pas quoi? Est-ce que je vais pas la chipper? Et voilà, Flo intelligemment va la putter. Donc... Vous voyez, ces histoires d'ego, ces histoires de « ouais, mais les bons joueurs, ils le font », bah, je suis désolé, mais si Flo Alès, il le fait pas, a priori, c'est que c'est pas une mauvaise stratégie. Alors, bien évidemment, le parcours est bien entretenu et le pré-green doit être en bon état, mais il n'empêche que plutôt que de prendre un chip un petit peu compliqué, alors que bon, Flo, il sait quand même un peu chipper la balle, il préfère prendre un putt, voilà, 2 putts par... tranquille, on passe au trou suivant, et surtout on va pas prendre le risque de prendre un bogey, alors que là en l'occurrence les 2 coups ils sont faciles à aller chercher avec une solution bricolée. Donc voilà, on est qu'au green du 1, et déjà il y a 2-3 trucs intéressants à aller chercher, on continue, c'est parti. Ah putain, je peux pas envoyer le code. Oh la loose. Je suis en train de penser à ce que tu disais. Ah putain la loose, je savais. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette séquence? Parce que ça, c'est un grand classique de tous les parcours, de tout... Enfin, on a tous au moins vécu ça plusieurs fois dans notre vie de golfeur. On est sur le point de jouer, de chipper en l'occurrence, et il y a quelqu'un qui parle, et en plus, non seulement on n'est pas juste gêné par le prix, mais en plus c'est quelque chose qui nous intéresse, en l'occurrence, bon voilà, ils ont une histoire d'internet ou quoi, et ben, ils sont... Flo, il joue quand même le coup, et tout de suite, il fait un topon qui est horrible. Ah voilà, sa balle est... C'est un chip qui est complètement raté. Bon, déjà, premier truc, Flo, il s'énerve pas, voilà, il rate sa balle, il sait qu'il l'a raté parce qu'il était en train de penser à ce que disait la personne derrière lui, et écoutez, Cédric, là, en l'occurrence, dans la vidéo. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de ça, mentalement? Honnêtement, c'est très difficile à faire, parce que il faut la discipline, et il faut l'habitude pour s'entraîner à faire ça, mais... Bon Dieu, pitié, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui parle et que ça vous dérange, notamment quand il y a quelqu'un qui a crié balle, ça c'est fréquent, quand il y a quelqu'un qui fait tomber quelque chose, quand il y a quelqu'un qui se met à parler, surtout quand il y a quelqu'un qui dit putain fais chier, avec un truc qui potentiellement va vous intéresser derrière, ne jouez pas le coup. Voilà, Flo, il a beau être aussi bon golfeur qu'on veut, c'est impossible de jouer un coup de golf correct dans ces conditions-là. Donc quand vous êtes sur le parcours et qu'il y a quelque chose qui vous dérange, arrêtez, refaites votre routine. Ça n'a rien de mal, et au contraire, ça fait preuve d'une force mentale, d'une qualité mentale et de se connaître soi-même, que d'être capable de s'arrêter dans sa routine avant de jouer le coup, avant qu'il soit trop tard, parce qu'une fois que la balle elle est topée, le coup il est raté, voilà. Donc...
Cette séquence, elle en dit long, et vous voyez, c'est pas une question de niveau de jeu, ou voilà, d'être suffisamment dans sa bulle. Alors bien sûr, arriver à un certain niveau, c'est obligatoire, mais là, en l'occurrence, Flo, il aurait pas dû jouer le coup, quoi. Je pense qu'il s'en doute, et, et en toute honnêteté, à mon avis, il dirait la même chose que moi. S'il avait été en tournoi, probablement qu'il l'aurait pas joué aussi. Mais voilà, si ça vous arrive, ne jouez pas le coup, reprenez votre routine. Ah, au cas où. Ça fait birdie en attendant. Il se retourne quand même pour regarder si je l'ai vu. Bah bon birdie, tu parles, je vais faire mon bogey comme un con à cause de toi. On va faire ça quand j'ai niqué Flo à l'est. J'ai niqué Flo à l'est. Oh, je fais une gratte. Ah, moi je suis loin des perturbateurs. Hein. Ah mais voyez cette séquence, bon après elle est, voilà, elle est marrante, ils sont un parcours d'entraînement, c'est cool, enfin pas d'entraînement, je veux dire, partie amicale, c'est cool. Mais vous voyez, si votre but c'est d'être dans la performance, si votre but c'est de pas rater ce genre de coup, c'est impossible de jouer dans ces conditions, enfin dans le sens de faire un bon coup dans ces conditions-là. Donc si votre but c'est de bien jouer et de rendre un score, bah jouez pas quoi. Prenez le temps de respirer un petit coup et d'y aller après. Bon il sauve son par quand même. Elle est quand même très à gauche celle-là. Ouais. Elle est courte encore. Ouais. Putain, je crois que je suis encore court du green de 30 mètres, mais c'est terrible. Du coup de fer 4 de 150 mètres, mais en fait ça remontait, on a l'impression que c'est plat, mais en fait ça remontait tout du long. Donc c'est une fausse impression, c'est bon, c'est une vraie impression que c'est plat. Et en réalité il faut rajouter une canne facile avec le vent parce qu'il y a 35 soutenu, rafale 50. Rien pour arrêter le vent puisqu'il n'y a pas d'arbre, et avec le dénivelé en fait mon 176 se transformait en 200, il fallait mettre un plein coup de fer 3 et j'ai l'impression qu'avec le fer 4 je prenais déjà un club de plus. En fait il faut en prendre facile 2, 2,5 de plus. Même fer 3 a peut-être été court, donc j'arrête pas de me faire avoir depuis le début comme un con, mais je fais les chip putt, donc on va essayer de refaire chip putt. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut retenir de ce petit plan là que je vous ai sélectionné? Bah Flo, il a, comme il dit, il a mis un coup de fer 4 quasiment plein shot de 150 mètres. Donc, vous voyez, pas forcément, bon déjà sous-estimer le vent, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, bon ça peut arriver, mais il y a aussi la montée qu'il ne voyait pas vraiment. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un petit débrief en se disant, ok, j'ai cru que j'avais pris une canne de plus et que c'était déjà bien. Et en fait, j'aurais dû prendre 2, voire même peut-être avec 2 cannes de plus, ça n'aurait pas été suffisant. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il s'ancre à lui-même de dire, ok, tu pensais que t'allais être vraiment long avec ça, alors qu'en fait, avec 2 clubs de plus, t'aurais pas forcément été long. Donc ça va lui faciliter la vie pour la suite de sa partie, quand il va vouloir mettre plus de cannes. Il va se dire, ouais, ok, je me suis fait avoir avant, et là, cette fois, je vais essayer de pas me faire avoir. Par contre, derrière, vous voyez la réaction, plutôt que d'être, comment dire, embêté, agacé ou quoi que ce soit, bon, depuis le début, je fais le chip putt, c'est bon. Voilà, bon, déjà, le chip putt, c'est vraiment l'arme pas secrète, parce qu'en fait, ça n'a rien de secret. Si vous voulez réussir à scorer régulièrement bas, il faut avoir un très bon petit jeu. Parce qu'en fait, en ayant un très bon long jeu, vous allez pouvoir faire des très bonnes parties. Par contre, vos mauvaises parties vont être vraiment mauvaises. Ou du moins, vous allez peut-être avoir des écarts de 10 points entre vos meilleures et vos moins bonnes parties. Et ça va être vraiment compliqué. Alors que là, même en ratant entre gros guillemets, hein, des coups, c'est-à-dire en ratant le green de 30 mètres, en fait, il a sauvé plusieurs parts, là, 3 parts quasiment d'affilée. Donc voilà, le petit jeu, l'arme fatale, l'arme secrète, pas du tout secrète, des pros. Et voilà comment réagir quand on est en train de faire une erreur en boucle. C'est bien aussi de la vocaliser, de se le dire à soi-même et dire ok, il faut vraiment que tu hésites pas à prendre 2 cannes de plus, voire 3 cannes de plus, de surjouer un peu le coup en se disant ok, pour se laisser le droit dans la suite d'aller chercher ces 2 voire 3 cannes de plus. Un paquet de divos. Donc voilà, avec un énorme plateau ici et un drapeau juste au début, donc le chip est pas si simple. Je vais peut-être limite la peter, ça fait un peu en mode links ce parcours avec le vent, la manière dont il faut le jouer, je pense. Il y a tellement peu d'herbe sous la balle et vu que ça accroche et qu'en plus il a plu, franchement c'est très difficile au niveau des contacts, ça rend pas serein. D'autant plus que si on pitch avant green, vu que c'est du kikuyu, la balle s'arrête très vite, et si on pitch green, elle s'arrête pas si vite que ça. Donc faut vraiment les contacter parfaites. C'est pas simple de prédire un petit peu si elle va prendre du speed ou pas, quoi. Surtout
qu'on n'a pas des clubs propres. Ok, alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce plan? Vous voyez, il y a plusieurs trucs encore qu'on retrouve pas forcément chez tous les amateurs, dont je fais complètement partie, hein, attention. Mais il y a plusieurs trucs dans ce plan. Le premier, c'est l'attention particulière au lie. Encore une fois aussi, déjà, on voit qu'il réfléchit à son coup avant de jouer le coup. Il est juste en train de marcher sur le green, de décrire un petit peu les alentours, etc. Et il pense à son coup, et il se dit, ok, je vais peut-être même quasiment être obligé de la putter. Ça fait penser à un Lynx, dans la manière dont il faut jouer le parcours. Vous voyez, il y a une... C'est une approche qui est globale aussi, de dire, tiens, là, il y a peut-être... de la manière dont je peux approcher ce coup, je vais peut-être encore pouvoir la putter. Et au final, c'est pas la décision qu'il prend. Il est avec son wedge, et tout de suite, il racle ses petites rayures. Voilà, jouer avec des wedges un petit peu dégueux, ça arrive souvent... Grosse bêtise. Non, petite bêtise, mais encore une fois, c'est pas se faciliter la vie. Le sport est suffisamment compliqué pour se compliquer la vie. Donc, vous voyez, réflexe. Mais en fait, c'est que des petites choses accumulées. C'est ce que je veux vous montrer avec cette vidéo avec Flo, où on les voit, on les collectionne. En fait, c'est des trucs où, si on fait pas gaffe, entre guillemets, on voit pas la différence. C'est le but aussi de cette série, c'est que moi, je mette le doigt sur ces petites choses auxquelles on fait pas forcément gaffe, potentiellement, quand on regarde ces vlogs-là. De se dire, bah en fait ça paraît être que des petits détails, mais c'est des petits détails qui n'en sont pas. Flo, il pense son coup en plusieurs parties, il l'anticipe, il le pense dans sa globalité, après il fait attention, il fait un hyper focus sur son lie, il dit ok, l'herbe elle est comme ça, si je la fais tomber avant, elle va réagir comme ça, si je la fais tomber après, elle va réagir comme ça, il décide de la faire tomber directement sur le green, donc il a besoin de spin, donc aussi d'où l'importance de nettoyer bien ses petites rayures. Après voilà, c'est un coup qui est pas facile, il exécute comme il exécute, mais dans l'approche du coup, c'est vraiment plein de petits détails qui au final n'en sont pas mis bout à bout, qui font la grosse différence, en plus évidemment de la technique et de la réalisation, entre des très bons joueurs et des pros et comme Flo. Cœur de green là-bas à 400 mètres, et logiquement le vent la ramènera un peu plus à droite. Ok, je vous la fais rapidement cette séquence là, mais là en gros Flo est sur le tee, il y a un énorme vent gauche-droite, vraiment. Là, comme il le met, grosse rafale, la caméra même bouge. Et la balle, elle s'échappe complètement. En fait, elle se fait prendre par le vent, quoi. Je vous passe la séquence parce que c'est pas spécialement ça que j'ai envie de vous montrer. Du coup, il est obligé de mettre une deuxième balle, une provisoire. On voit qu'elle se fait prendre aussi par le vent. Hein. On verra ce qui se passe, je ne sais pas comment. Et le parcours là-bas. Bon, la seconde est là, ça s'ouvrait très à droite, ça C'est revient bien aussi ça. avec le dévers. Malheureusement, j'aurais dû m'appuyer sur les arbres, j'ai pas osé. En plus, c'est piqué rouge là-bas, si j'avais su. Dans le pire des cas, elle rentrait là-bas, je droppais, je pouvais jouer directement au green. Comme un con, si la deuxième est là, sachant qu'elle est moins bien partie que la première elle a dû rentrer full blast ici. Vous voyez, ce qui est intéressant là dans cette séquence là, c'est surtout la manière dont il le débrief. C'est si j'avais su, j'aurais pu vraiment beaucoup plus m'appuyer à gauche. Alors là, en l'occurrence, lui n'a pas le plan du parcours, ce qui explique au début qu'il n'a pas le carnet de parcours, donc il savait pas que c'était piqué rouge à gauche. Donc, s'il avait su, il aurait pris le risque d'aller à gauche. Vous voyez, c'est une réflexion, presque comme un jeu d'échecs, c'est une réflexion en plusieurs temps, et ça, c'est quelque chose que je retrouve, allez, que j'ai quasiment jamais retrouvé chez des joueurs, même single. Honnêtement, au-dessus des 2-3 d'index, on le retrouve rarement. Je dis pas, bien évidemment qu'il y a des gens probablement qui pensent, mais trop peu souvent, à cette réflexion de se dire, ok, même si je dois sortir, je préfère sortir là. C'est-à-dire que penser les obstacles, à un moment donné, on veut juste pas être dans les obstacles, c'est déjà pas mal, mais même en pensant les obstacles, quel est l'obstacle que je préfère me manger? C'est-à-dire, bien évidemment, entre un hors-limite et un obstacle d'eau, on va plutôt risquer d'aller chercher l'obstacle d'eau que le hors-limite. Mais là, entre deux obstacles d'eau, à partir duquel je préfère dropper. Surtout que là, c'était plutôt par rapport à cette histoire de vent. Il n'a pas osé passer complètement au-dessus de la forêt en pensant que ça aurait pu être une balle perdue. Sauf qu'au final, s'il était passé complètement au-dessus de la forêt et que ça avait fini dans l'eau dedans, il aurait été bien mieux positionné, c'est ce qu'il explique. Donc vous voyez, il y a vraiment cette réflexion en plusieurs temps de se dire, ok, si ma balle est parfaite, bon, il n'y a pas de problème. Si je m'aligne milieu de fairway et que je rate à droite, il me reste un long coup, c'est pas facile, c'est pas le meilleur endroit où dropper. Et si je m'aligne à gauche, bah déjà c'est plus facile, il y a plus de chances que ma balle reste, donc en termes de pourcentage c'est mieux. Et si jamais elle tourne pas, bah je drop d'un meilleur endroit. Donc, en termes de pourcentage, j'ai plus de chances que ma balle aille là où je veux, et en plus, même si elle fait pas ce que je veux, c'est mieux que l'autre option. Donc,
il aurait dû choisir, c'est ce qu'il débriefe là, l'option de viser bien plus à gauche. Mais pas que pour des considérations de comment jouer le coup, aussi pour des considérations de même si ça fait pas ce que je veux, il aurait été préférable de la rater à gauche. On voyait cette réflexion vraiment sur plusieurs temps, plusieurs coups, plusieurs options, et y compris en prenant en compte les nombres de points de pénalité et où est-ce que je me drop si je rate ma balle. Hop hop hop, je vous arrête 2 petites secondes pour vous dire que si vous appréciez cette vidéo dès à présent, je vous invite à mettre un like et un petit commentaire pour me soutenir, ça aide vraiment la chaîne. En tout cas, merci pour votre soutien et je vous laisse avec la vidéo. Alors, 3 quarts. 52. Donc là il vient de se dropper. Carrément échappé là. Allez dans les châchis. Donc là, voyez le truc qui est subtil, certes, on va pas se mentir. Mais combien il y a d'amateurs, quand je dis amateurs, je veux pas, en fait, combien il y a de joueurs de golf, parce qu'on est quasiment tous amateurs, qui ratent le coup, et tout de suite ce qu'ils font, c'est qu'ils tapent leur club au sol, ou ils disent, fais ch... voilà, vous les avez, hein. Mais là, bien sûr que, probablement, de la manière dont il regarde la caméra, et une fois qu'il l'a éteint, il s'est probablement un peu énervé off caméra pour nous épargner de le voir. Mais mentalement, il y a une subtilité qui est importante à ça, c'est ce que je vous parlais sur les ancrages émotionnels. Si dès que vous venez de rater un coup, vous avez tout de suite, instantanément, une réaction très énervée, très négative, vous allez ancrer le coup. Alors que si vous arrivez à vous contenir sur le moment, et après être déçu de vous-même, éventuellement énervé, machin, puis revenir dans votre partie, il y a cette histoire de sas de décompression. Mais vous allez pas... Il faut surtout pas s'énerver juste après avoir fait un mauvais coup, parce que dites-vous bien qu'à chaque fois que vous vous énervez après avoir fait un mauvais coup, ou du moins que vous manifestez fortement après avoir fait un mauvais coup, eh ben vous ancrez ça, et donc vous avez plus de chances de le retenir et de le reproduire, et que ce soit ce qui vous vienne à l'esprit la prochaine fois que vous avez un coup qui ressemble un peu à ça, notamment dans la suite du parcours. Et là, certes c'est subtil parce qu'on voit bien qu'il est vraiment pas content de lui, et rien à dire là-dessus, mais il rate le coup. Plutôt que de faire un lancer de club ou un nom d'oiseau quoi que ce soit, il la laisse tomber, le silence qui veut tout dire, mais voyez encore cette histoire de gestion émotionnelle du parcours, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'il n'est pas content de son coup, mais sa réaction, elle n'est pas si forte que ça dans l'instant, dans l'instantané. Donc ça veut dire qu'il est quand même capable de contrôler ses émotions, c'est pas l'émotion qui l'a fait agir, même si l'émotion il la ressent très fort, aussi fort que vous et moi probablement, mais par contre, il la laisse pas éclater sur le moment. Donc il est capable de gérer ses émotions, il est capable de le faire, et ça vient en jouant avec l'expérience, mais aussi en s'autorisant pas à le faire. Si à chaque fois que vous vous énervez, vous autorisez à taper le club, à vous énerver ou quoi que ce soit, la réaction que vous avez automatisée, c'est de vous énerver à chaque fois que vous ratez un coup, et donc par extension, c'est le fait d'ancrer vos mauvais coups. Donc en gros, vous vous êtes mis dans un cercle vicieux, alors que Flo est capable de briser ce cercle vicieux, et de juste, ok, faire le tampon 30 secondes émotionnellement pour pas craquer tout de suite, même si après, évidemment, il est pas content de son shot, on est d'accord avec ça. Quad, magnifique triple bogey bien sale, avec un drive dégueulasse, où j'ose pas jouer à gauche, et derrière, enchaînement, coup de 100 mètres, je suis pas confiant, je connaissais pas la distance à jouer vraiment. Donc quand le cerveau, on lui donne même pas d'informations, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque en zone d'impact, résultat gros slice sur 100 mètres. Dans le pouf, et je rate le putt pour double, donc triple bogey. Vous voyez, là, bon, il a parlé pour moi, il a fait le débrief à ma place, mais... Vous voyez, même si, bon, dans la terminologie, on aurait pu reprendre un peu ce qu'il dit, on peut reprendre ce qu'il dit, c'est-à-dire on évite de dire triple dégueulasse, c'était vraiment sale et compagnie, mais d'un autre côté, notez des subtilités, encore une fois sémantiques, il dit pas j'ai été dégueulasse, ou je suis dégueulasse, ou mon jeu est dégueulasse, il dit je viens de faire un triple dégueulasse, c'est cantonné, c'est ok, ce trou était raté, il était dégueulasse, ok, on jette ça. Ensuite, une fois qu'on a fait le fait qu'on est vraiment pas content de ce trou, eh ben on passe au débrief, on passe sur un truc un peu plus, on objectivise. Il le dit, ce qu'on vient de dire, j'ai pas osé aller à gauche sur le drive, donc le drive est quelque part pas mal exécuté, ce qu'il explique avant, sa balle est bien touchée, mais au final, mauvais choix. Et derrière, ce qu'il explique, c'est qu'il se fait pas confiance sur le coup de wedge, là, que vous avez vu rater à l'instant, il se fait pas confiance. Comme il dit, si vous ne dites pas à votre cerveau ce que vous voulez faire, c'est comme si vous l'abandonniez, vous vous abandonnez complètement. Du coup, derrière, il y a blocage en zone d'impact, il le dit très bien. On peut pas jouer à 100%, être engagé et ressentir un coup quand on sait même pas ce qu'on veut faire. Donc si vous jouez un shot et vous savez même pas ce que vous voulez faire, ce que vous allez faire, vous allez pouvoir le voir dans des vlogs qui vont sortir très récemment où j'essaie de détailler un peu plus ça sur mon process de wedging. Il faut vraiment sentir le coup avant de le jouer, quoi.
Et là, en l'occurrence, je sais pas si c'est pour des questions de temps, si c'est juste parce que il avait pas la distance ou quoi que ce soit, je pense qu'il vient de le dire, vous le saurez mieux que moi, mais il a pas réussi à ressentir le coup, résultat, il joue un shot en sachant absolument pas ce qu'il faut qu'il fasse, bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà, le fait d'avoir une intention claire avant de jouer, de savoir ce que vous voulez jouer avant de jouer, c'est presque aussi important que d'être capable de réaliser le coup en lui-même. Donc voilà, encore une fois, quelque chose qui nécessite absolument pas de technique, mais soyez clair sur vos intentions à jouer avant de jouer. Bon, illustration instantanée de ce que je venais de dire avec les différences amateur-pro. Sur 3. Donc voilà, Ça, c'est pas bon. illustration instantanée de ce qu'il faut surtout pas faire. Tu viens de rater un coup et tu dis oh putain la merde. Donc voilà, je pense que vous avez compris, mais ancrage très fort négatif de Cédric sur ce coup-là. Exemple de ce qu'il faut pas faire et tout de suite. Je m'exaspère. Tu m'exaspères. Voilà, je m'exaspère, Flo qui répond je m'exaspère aussi. Sauf que la différence c'est que Flo quand il s'exaspère, eh ben il s'exaspère pas juste après avoir fait le coup de sorte à ne pas ancrer le coup en lui-même. Moi je vous mets une petite illustration, c'est bien parce qu'on a les deux voix, on a l'amateur et le pro qui se répondent, donc vous allez voir. 305 mètres, tu vas driver ça. Ouais, t'as raison. Ouais. Donc par 4 de 305 mètres en descente avec de l'eau à droite à gauche, donc on va mettre un coup de fer 4 posé pour se laisser un coup de lob wedge ou de sandwich derrière. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Cédric, je sais pas si c'est pour la vanne ou si c'est juste par... parce que c'est parti, de toute façon il s'en fiche. Qui dit à Flo, 305 mètres le par 4, tu peux le driver celui-là. Sur le papier, je sais pas si Flo peut le driver ou pas, mais en tout cas, aucun doute qu'il peut finir assez près. Le truc c'est que quand vous voyez le trou là sur votre écran, vous voyez bien qu'il y a un problème, il y a un risque quand même, il y a un danger des deux côtés. Donc non seulement Flo va pas driver, tout de suite ça lui paraît inenvisageable, par contre je vais me laisser un coup de... Et là en l'occurrence, voilà, entre deux wedges, mais il part plutôt dans l'idée de se laisser un plein coup, du moins un coup de confort sur une distance qui est pas trop compliquée à gérer, et sans se mettre en jeu ces obstacles d'eau à droite et à gauche. Vous voyez, Flo, si vous regardez son jeu, il y a quand même plein de choses où la prise de risque, elle est quand même souvent limitée. Elle est pas... Il sait prendre des risques quand il faut prendre des risques, mais c'est aussi ça qui fait la plus grosse différence, c'est que quand il n'y a pas moyen de prendre des risques, et là il n'y a pas moyen de prendre des risques, il prend pas de risque quoi. Combien il y a d'amateurs sur un par 4 de 300, 280 mètres qui se disent oh je peux peut-être me mettre à 20-30 mètres du green pour faire un birdie, il y a plus de chance. Ouais mais c'est quoi la chance de prendre un coup de pénalité à cause de la mise en jeu? Et est-ce que t'es réellement meilleur à 36 mètres qu'à 80 mètres avec un plein shot? Je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais là en l'occurrence c'est pas le choix qui est fait par Flo. Bon, après ça joue bien au golf hein, quand même. C'est pas le shot de l'année mais elle est là. Voilà. Bilan simple. C'est pas le shot de l'année, mais elle est là. Allez, 102 mètres. Bon, avec, je vais prendre la boîte. Il s'énerve pas d'avoir un contact qui est pas enfin, parfait. serait bien. Ah, vous voyez, il s'est laissé un vrai coup, quoi, de wedge. Jeu pour me raccourcir un peu le dogleg. Allez. Allez. Je sais pas où elle est, mais je pense qu'elle est bien. Bon, 84 mètres, full vent avec, drapeau juste derrière une espèce de plateau, donc pour doser ça va pas être facile, je vais essayer de la faire tomber en bas pour avoir un gros rebond et ensuite aller sur le plateau, comme ça il y a un petit peu de sécurité, je vais prendre le 52 plutôt que le 58. C'est pas un coup que je fais souvent mais bon, bien s'entraîner un peu. Franchement, bijou, sexy. Vous voyez, je vous ai laissé le trou en entier là. Mais parce que qu'est-ce qu'on voit sur ce trou là? Là, il y a du positif dans son jeu, donc il y a vraiment du positif dans son comportement, dans sa manière de se tenir, de parler. On voit qu'il commence à se réouvrir physiquement, on voit qu'il sourit. Alors bien sûr qu'il est aussi un peu soulagé, parce que ça commençait, il était au 10, c'est son premier birdie, il y en a plusieurs, voilà, il n'a pas réussi à les mettre. Et après une partie qui a été difficile, il s'accroche vraiment pendant 9 trous. Et au 10e, paf, ça rentre. Et donc, vous voyez la différence, plutôt que d'être là en train de se dire,
bon, je prends un golfeur lambda, je vais le faire dans le bon sens pour vous, mais même si pour moi c'est à l'envers. Non, comme ça c'est bon. Comme ça c'est bon. Allez, on va dire que c'est bon. Donc, quand je suis un golfeur lambda et que ma partie se passe pas bien, mes émotions elles font ça, puis à un moment donné je lâche ma partie, je dis c'est bon, de toute façon aujourd'hui j'en mets pas une, c'est fichu. Quand je suis un pro et que je sais gérer mes émotions, ok, ma partie elle est dure, mais je me tiens quand même, je me laisse pas tomber, et je fais un super coup, et je fais un birdie, et paf, je repars à la hausse. Et donc je peux finir haut, c'est ça créer de la dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, quand je joue mal, je m'accroche, quand je joue bien, j'en profite, j'externalise, l'ancrage il marche dans les deux sens. Là il y a du positif, allez hop, c'est sexy, c'est bien, ça fait plaisir, ça fait... Voilà, là on manifeste quand il y a du positif. Donc vous voyez cette différence, c'est encore une fois ça peut paraître être du détail, mais c'en est pas du tout. C'est ça qui fait les différences majeures de comportement entre un pro et un amateur, et la plupart du temps, franchement, si je vous mettais plusieurs plans de la vidéo avec juste les réactions des joueurs sans savoir les shots, vous arriveriez à deviner qui est le pro, parce qu'en fait, même si on met pas de mots dessus d'habitude, les commentaires à la télé ils vous parlent pas de ça, et ben là vous l'avez. Alors aussi sur le coup de wedge, vous voyez, il dit que c'est pas un coup qu'il a l'habitude de faire, donc il prend le temps de le chercher aussi sur ses coups d'essai, et là pour le coup il fait ses coups d'essai à côté de sa balle pour avoir à la fois le lie et le visuel de la distance. Donc là, sur du wedging intermédiaire, vaut mieux faire ses coups d'essai à côté de sa balle, c'est bien pour l'œil, pour entraîner l'œil, surtout quand on cherche une coordination, distance et puis montée, amplitude du mouvement, donc ça aide derrière pour le shot. Petit détail mais truc intéressant quand même que je vous montre. Allez, Rafale. voilà, ça il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, malheureusement, alors que pourtant c'est, ce qu'on disait, c'est compliqué de s'arrêter, mais il faut être solide mentalement pour le faire. Là, au moment de jouer, il y a une grosse rafale, je joue pas le coup, je me reprends, j'en fais vite fait un petit coup d'essai, un petit truc comme ça, et je me remets, et je rejoue. Mais pas juste, je joue pas, j'attends, ou pire, je joue quand même, et c'est la catastrophe. Donc voilà, petit détail, mais comme on dit depuis le début de cette vidéo, c'est les petits détails qui font ces trucs importants. Pour l'instant, je fais une bonne partie en vrai en termes de frappe de balle, même si c'est pas le meilleur des swings puisque je suis un peu fatigué. Mais les mises en jeu sont très bonnes. J'en ai raté une qui m'a coûté un triple. Mais bon, j'ai surtout raté un coup de sandwich derrière complètement à la ramasse. Je pote pas très bien, mais en même temps les greens sont compliqués, la balle bouge un peu, pas facile de voir les pentes, on se dépêche un peu, donc je prends pas non plus trop de temps pour regarder. Je frappe bien la balle, mais c'est sur un parcours où malheureusement les mises en jeu c'est pas vraiment c'est pas nécessairement le point fort qu'on doit avoir pour scorer, puisque c'est quand même très large. Là c'est plus la gestion du vent, des dénivelés, donc la connaissance du parcours, et ensuite petit jeu putting et profondeur avec les fers pour pas se laisser des approches un peu compliquées. Et donc voilà, c'est plus stratégiquement qu'aujourd'hui ça je le fais pas trop quoi. Voilà, petit débrief de cours de partie, qui est pas forcément... ça, c'est souvent quelque chose que j'essaie d'expliquer, et pareil, c'est assez fin, mais ça a son importance, de dire où est le problème, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en cours de partie, faut pas chercher à corriger son swing, ça, on est d'accord, mais il y a quand même des trucs qu'on peut chercher à corriger. Je vous l'ai mis au début de la partie, si vous regardez la vidéo en entier, vous le verrez, mais au tout début, il se dit, ok, j'ai pris qu'une canne, de plus pour le vent, j'aurais dû prendre 2,5. Et là, sur ce trou-là, un petit peu avant, il dit, ah, ok, je vais prendre au moins 2 cannes et demie de plus, donc ça a fait son chemin. Et là, ce qu'il explique, c'est que... en termes de contact de balle, même s'il est un peu fatigué, ça part plutôt bien, mais c'est pas forcément ce qui lui manque aujourd'hui, c'est la stratégie, la gestion du dénivelé, du vent. Donc, sous-entendu, là, on est qu'au 12 au 13, pour bien finir la partie, il va falloir que je fasse encore plus attention à la conception des coups, et à bien gérer le dénivelé et le vent, tout en me faisant confiance parce que mes contacts de balle, ils sont bons. Donc voilà, encore une fois, rechercher où est-ce que je peux bien terminer ma partie et où est-ce qu'il y a des trucs auxquels il faut que je fasse attention. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est bien de se faire des petits débriefs internes en cours de partie comme ça, sauf quand on est sur un petit nuage, auquel cas, il faut continuer à... y aller tranquille. Bon, on se retrouve au trou numéro 17, et bien évidemment, on va pas faire la vidéo parce que c'est déjà très long, et ce serait beaucoup trop long. Juste pour voir comment Flo réagit sur ce trou, parce qu'il y a quelques trucs intéressants à dire. 131 full pitch normalement, elle devrait être à bonne distance. Bon, plutôt 3 quarts, je suis un peu en descente. Ok, c'est un bon coup. Ok, c'est un bon coup. Alors c'est un bon coup, on le dit. Oh putain. Par contre...
Ok, ça c'est important. Bon déjà, il est énervé parce qu'il n'a pas réussi à faire ses birdies aujourd'hui. Et quand c'est pour birdie, j'y arrive pas quoi. Alors là, je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé suffisamment de ses vidéos, puis je suis pas sur son dos pour savoir si c'est quelque chose qui est récurrent ou pas, mais il peut y avoir des croyances qui se construisent comme ça, le nombre de gens, de toute manière, à distance égale, les transformations pour birdie sont largement inférieures aux transformations pour le par. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez le même putt, si c'est pour birdie, vous avez moins de chances de le réussir que pour le par. Pourquoi ? Parce que vous avez plus envie de le rentrer, ou du moins ça vous stresse plus de le rater. Donc, comment on peut combattre ça ? En fait, quand on arrive à être suffisamment dans le coup présent, dans le coup à jouer sur comment le faire, on pense pas au fait que ce soit pour birdie, pour eagle ou quoi que ce soit, ou du moins ça doit pas rentrer dans la routine, c'est-à-dire qu'on peut y penser avant de concevoir le coup. Une fois qu'on est dans la conception du coup, passage en mode intuitif, donc qu'est-ce que je dois faire pour le réaliser ? Je le réalise. Voilà, et le fait en plus d'ancrer un peu quand c'est pour birdie, j'y arrive pas. Une fois qu'on commence comme ça, c'est très difficile. Alors là, on est au 17, mais par exemple, imaginons au 11 ou au 12, on dit pour birdie, j'arrive pas à mettre les putts aujourd'hui. Croyez-moi, sur la fin de la partie, si vous avez des putts pour birdie, vous allez pas les mettre, quoi. Après, peu importe votre niveau, c'est-à-dire que si c'est votre birdie à vous par rapport à votre index, je vous renvoie aux vidéos sur comment corriger sa carte en fonction de son index. Mais voilà, peu importe le niveau en réalité, mais si c'est un putt qui compte pour vous, faut pas vous rentrer dans la tête que c'est plus difficile de rentrer ce putt parce qu'il compte pour vous, parce que derrière ça va vous flinguer pour la suite de la partie. Donc voilà, du bon du moins bon là du coup, bien de s'encourager quand on fait des bonnes choses, plus difficile de se mettre des croyances comme ça un peu dans la tête, plus compliqué. Et le putt qui rentre, Bien, je vous le laisse. Bien là, avec cette petite pente. Ok, je vous mets ça parce que c'est... Bon, c'est un coup que Flo affectionne, en tout cas ça a l'air d'être le cas. Il putt énormément sur les bords de green, et je pense qu'on n'est pas suffisamment... Je pense qu'on n'est pas suffisamment nombreux à s'inspirer de ça, et on devrait... Voilà, ce qu'il explique, c'est que déjà s'il fait 4 sur ce trou, c'est pas mal. Mais là, en l'occurrence, le chip est tellement compliqué qu'il prend le putt pour éviter de faire l'erreur. Et voilà, il sait qu'avec son putt, il va limiter la casse. Il prend le putter, il assure son truc, et il se dit déjà, ok, si déjà je fais 4, c'est bien. Donc déjà, il s'enlève un peu de pression, et il se donne voilà, le droit de pas encore être là en train de faire le pro ou le kéké, à faire des coups qui sont impossibles, alors que quand bien même... Pour beaucoup, on n'est pas capable de réussir à faire d'aussi beaux coups que Flo, on va chercher des coups qui sont plus compliqués que lui. Donc voilà, sur votre prochaine partie, posez-vous les bonnes questions, dites-vous, est-ce que je suis pas en train de me compliquer la vie ? Si Flo prend pas le shot, est-ce que je suis obligé de prendre ce shot ? Voilà, petite question, mais je pense qu'on est pas mal à avoir intérêt à s'inspirer de ça, surtout, voilà, encore une fois, il n'est pas en compète, il joue pas sa vie, là, simplement pour... simplifier la vie, il putt comme ça. Allez, je vous laisse tout de suite le débrief de Flo, et on va voir s'il y a des trucs à rajouter ou pas. Fantastique comme vous avez pu le voir, où il y a vraiment une variété de jeux qui est assez impressionnante avec des coups roulés sur les avant-greens, des coups un peu plus levés, un peu plus spinants. L'herbe assez particulière, pas facile de gérer, mais avec le vent aujourd'hui c'était vraiment compliqué. Je suis quand même pas si mécontent de mon score sur un parcours aussi long que je connais pas, avec autant d'erreurs de club. Je suis pas si mal tapé que ça, j'ai fait tout plutôt bien, mais plutôt moyennement en même temps. C'est-à-dire que j'ai pas très bien ferré, mais j'ai mis des bons drives, j'en ai quand même raté un qui m'a coûté cher, un ou deux, et un qui m'a coûté très cher, et ensuite j'ai plutôt bien putté sans rentrer beaucoup de putts, et j'ai plutôt bien chippé tout en ratant quelques chips quand même à cause de l'herbe, donc peut beaucoup mieux faire. Plus 4 sur un tournoi, sur un parcours du circuit européen avec des drapeaux pas faciles aujourd'hui, et peut-être pas dans des conditions optimales non plus. Franchement c'est plutôt cool. Par contre c'est vraiment long avec l'humidité, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à devoir varier les coups, et voilà, et je suis tout à fait content d'être là. Donc voilà, moi, juste que je note vis-à-vis de ce que dit Flo. Alors déjà quand même, pour rappel, dans tous les cas, je vous mets sa vidéo tout de suite en description pour que vous puissiez la regarder à votre tour si vous ne l'avez pas déjà vu. Le parcours, voilà, c'est un régal. Flo quand même qui joue des noirs sur un parcours type, homologué Tour européen, donc c'est-à-dire qu'il joue vraiment comme les joueurs du Tour européen. Sur un jour où il y avait un vent de dingue, il joue que plus 4, même si je suis sûr qu'il il est capable de faire mieux et d'aller plus bas. Je suis aussi d'accord que bon, ça reste quand même une belle perf. Nous, on était juste là pour pointer du doigt les petits tips mentaux qui vont pouvoir vous aider. Vous, puis peut-être Flo, s'il voit cette vidéo, en tout cas, je t'embrasse Flo. Et ouais, qu'est-ce qu'on peut retenir ?
ce qu'il dit dans son débrief à la fin, il a pris plaisir à être là, déjà, à être là dans le présent, de jouer sur le parcours, c'était cool, j'étais là. J'ai pris plaisir à faire varier les coups, voilà, c'était un parcours qui était exigeant, qui lui a demandé, il n'y a pas tout, mais vous allez voir, il y a du petit chip à l'hybride, il y a du chip levé, il y a du chip spinant, ce qu'il explique, donc il y a vraiment un petit peu de tout dans sa partie, et voilà, c'était ça aussi, c'est le plaisir du golf, c'est juste d'avoir l'occasion d'avoir des coups à jouer, quoi. C'est pas juste, on n'est pas que là pour remplir des cartes de score, on est là aussi juste pour mettre des shots et pour ramener avec soi les quelques bons shots qu'on a fait de la journée, ça fait plaisir. En l'occurrence pour Flo, ça fait beaucoup de bons shots quand même parce que ça fait beaucoup de temps qu'il joue au golf. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir en entier l'histoire de Flo Alès, je l'ai eu dans mon podcast Tribu Golf, que vous pouvez retrouver directement en description également. On a discuté pendant un peu plus d'1 heure avec Flo et il me raconte justement son enfance en Guadeloupe. Il y a pas mal de petites infos sympas dans cet épisode qu'on a tourné il y a un petit moment, ça fait plus d'1 an. Et c'était vraiment cool d'avoir pu avoir Flo. En tout cas, je le remercie comme toujours et comme toutes les personnes qui dans cette série vont m'autoriser à utiliser leurs images. Je leur demande avant, bien évidemment, si je peux utiliser leurs images. Flo a accepté avec grand plaisir. Merci à lui. J'espère que vous en avez retiré du positif de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Et si c'est le cas, si vous voulez aller plus loin dans cette découverte du mental, je vous laisse le kit de démarrage du golfeur mental en premier lien en description. C'est quoi? C'est quelques petites vidéos qui auraient pu être payantes mais que je mets complètement gratuit à disposition pour tous ceux qui souhaitent commencer à mettre un premier pied dans le mental, avec quelques petits tips, quelques trucs à remplir pour vérifier votre mental sur le parcours. Commencez dès maintenant à progresser et vous avez même de quoi, si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, faire votre plan pour l'hiver. Voilà, assez complet, et quand je le mets à jour, je vous tiens au courant en vous disant j'ai rajouté des choses dans le kit de démarrage, et si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer directement par mail. Donc voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, allez, ciao!